Bonjour chers téléspectateurs de pmnewscongo.com. Bienvenue dans cette édition Afrique et ses élections. Une émission qui permettra aux différentes personnalités politiques africaines de s'exprimer en vue de préparer les élections 2016-2017. Personne n'est ignorant de ce qui se passe en Afrique avec la fin des mandats de beaucoup de chefs de l'État de ce continent. Voilà pourquoi la rédaction de pmnewscongo.com ainsi que les magazines Africa Fiesta se mobilisent dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de présenter, de recevoir une militante, une femme politique, Madame Ève Bazaïba Massoudi, secrétaire générale du Mouvement de Libération au Congo, en sigle MLC. Suivons. Bonjour Madame. Je ne sais pas si je peux vous appeler sénatrice ou bien secrétaire générale. Comment vouliez-vous être présentée? Merci, c'est vrai que j'ai beaucoup de chapeaux, mais je voudrais dire que j'ai été sénatrice pendant 5 ans. Maintenant, j'ai été élue députée nationale. Okay. Je suis députée nationale, je préside la commission socio-culturelle à l'Assemblée nationale et je suis secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo. Et en tant que défenseur des droits humains, maintenant je suis président de la Ligue des femmes congolaises pour les élections. C'est une organisation qui regroupe les femmes politiques de toutes les tendances, en vue de les soutenir, d'apporter un plus dans les microcosmes politiques, donc renforcer les capacités politiques de la femme pour accroître leur présence dans les partis politiques. Merci Madame. En tant que femme politique, vous militez depuis 1988. Pourriez-vous faire un état des lieux de la politique congolaise d'une manière générale? Oui, bon, d'une manière générale, ça dépend du bout où on va le prendre. Si on veut parler des politiques comme mouvement politique pluriel depuis que la démocratie a été boostée depuis 1990, je voudrais dire que nous avons construit les partis politiques sans tenir compte des idéologies. On n'a pas maîtrisé cette donne-là. On a commencé un peu la logique des partis politiques, comme c'était des associations à l'époque, les associations culturelles, et puis ça devient des associations régionales, et puis tribales. Il y a quand même des partis, c'est vrai, qui se distinguent en état des partis nationaux, qui couvrent toute l'étendue du pays. Bon, heureusement, ce sont les partis où moi j'ai évolué. J'avais commencé dans l'UDP, c'est un parti national. Je suis aujourd'hui dans le MLC, c'est un parti aussi à l'échiquier national. Mais il y a un problème d'idéologie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des partis qui sont à la majorité et dans l'opposition, ont la même idéologie, les sociodémocrates, mais ils s'opposent. On ne sait pas trop pourquoi ils s'opposent. Je prends le cas du PPRD. Le PPRD, c'est un parti social-démocrate. L'UDPS aussi, c'est un parti social-démocrate, mais ils ne sont pas ensemble. Le MLC, c'est un parti libéral. Ça peut se comprendre que pour le moment, les sociodémocrates sont au pouvoir, les libéraux sont en dehors du pouvoir. Bon, c'est un exemple, je ne veux pas aller dans le détail, je ne parle que des partis que je connais. Donc, c'est là. Et aussi, en ce qui concerne les personnalités politiques ne sont pas encore mûres. C'est vrai que la politique, ce n'est pas une science exacte, c'est une question sociale et que la société est dynamique et évolue, mais qui s'adapte sur le terrain. Mais je regrette quand même que l'idéal n'est pas là. On ne sent pas la vision, l'idéal, quelqu'un qui se cramponne à l'idéal. Il y a beaucoup de débauchage, il y a beaucoup de versatilité. Les gens vont d'un parti à un autre sans tenir compte de l'idéologie et les gens crachent sur leur combat sans ménagement. On est dans l'opposition aujourd'hui et puis sans un cycle électoral ou un accord global, vous rentrez dans le pouvoir, vous êtes dans la majorité aujourd'hui, on ne sait pas, pour des raisons personnelles, vous quittez la majorité, vous retombez dans l'opposition. Donc on sent qu'il y a un problème tant au niveau des partis politiques qu'au niveau des animateurs. Bon, je pense que ça va évoluer. Et en troisième lieu, les femmes n'accédaient pas trop en politique, ne voulaient pas se milieu parce que la politique a été très mal considérée comme étant l'art de mentir, alors que c'est l'art de gérer la cité. Et de plus en plus,
les femmes commencent à adhérer dans des partis politiques. Donc ça, c'est ce que je peux dire comme un bilan général, global de partis politiques depuis 88, oui, mais parlons quand même de depuis 1960, depuis que les pays gèrent soi-même et gérés par les Congolais. Est-ce que la démocratie est réellement instaurée au Congo avec les arrestations des opposants, l'interruption des soulèvements populaires? Comment pourrions-nous comprendre ça? Oui, la démocratie, il faut quand même, il ne faut pas être très rigide et puis ne pas être complaisant. Donc je vais prendre le juste milieu. La démocratie a plusieurs définitions. Le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. Il y a la démocratie des représentations. Nous sommes en train d'expérimenter avec les élections où nous envoyons des délégués, des mandataires de la population. Mais ça ne se passe pas avec toute la transparence voulue. On ne considère pas les élections comme un jeu politique, mais on les considère comme un enjeu de vie ou de mort. Les gens peuvent vendre leur maison, les gens peuvent mettre du paquet. Il y a des assassinats qui s'en suivent juste pour arracher le pouvoir au niveau de la représentation. Alors qu'il s'agit plutôt de se soumettre à la sanction de la population, la sanction positive ou négative, et puis savoir comment faire pour corriger. Alors, la démocratie, c'est aussi l'expression de la majorité, et en protégeant aussi le point de vue de la minorité. Mais la démocratie, dans ce sens-là, est vue par la majorité comme étant une arrogance, deviennent arrogants, il y a l'hégémonie qui veut s'installer. Et au niveau de l'opposition, il faut une opposition républicaine, mais pas une opposition contestataire, où on conteste tout à tout bout de champ. Nous devons encore lire, comprendre ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est aussi la prise en compte des soucis de la population. Ça, c'est le plus important parce qu'on est là, on n'est pas politique pour soi-même, on est politique pour le bien-être social de la communauté. Mais dans notre pays, ces volets-là posent encore problème. Comme les gens accèdent au pouvoir d'une manière pas très catholique ou orthodoxe, alors on ne rend pas compte nécessairement à la population, mais on rend compte à la personne qui vous a aidé à être là. Vous comprenez? Alors là, ça pose problème. Par exemple, l'état d'esprit actuel des gouvernants en République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte, dans des pays comme le nôtre, il n'y a pas un ministère des Affaires sociales et humanitaires. Ça, c'est très grave. On sort tous les ministères, sauf celui-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous allez venir en aide à la population de manière légale? Alors, on fait quoi? On prend l'argent du trésor public, où on va commencer à donner à la population en termes de dons, alors que c'est leur droit, et la population commence à vous applaudir. Ça, c'est de la pure démagogie. Ça, c'est en dehors même de la démocratie. Voilà les facettes, en fait, de la démocratie. Bon, néanmoins, de l'autre côté, nous sommes pluriels, même s'il y a des arrestations arbitraires, il y a la restriction de la parole, la peur de l'autre, la peur de l'opposition, par exemple. Les pouvoirs, vous avez la puissance publique, vous avez l'armée, le pouvoir régalien, je voudrais dire, vous avez l'armée, vous avez la police nationale pour de l'ordre, et toutes les structures, les instances de la République. Mais vous procédez à la fermeture des signaux de télévision qui donnent un autre son de cloche. Ouais. En échange, vous ne libérez pas la télévision nationale. Non. La radio nationale, la télévision nationale n'est faite que pour une famille politique, un groupe d'individus au pouvoir. Et si vous voyez un individu de l'opposition passer à la RTNC 2-3 jours, informez-vous, c'est une personne qui a déjà traversé le Rubicon. Donc, ça pose des problèmes. Ça pose, j'aurais mieux dit, bon, j'ai dit Rubicon parce que je suis en Europe, j'aurais pu dire qu'il a traversé le fleuve Congo. Alors, donc ça aussi, ce n'est pas la vraie démocratie. Je viens d'apprendre quelque chose de très malheureux en étant ici. Les jeunes, ce sont ceux-là qui vont nous gérer demain. Ils doivent se former. Et on ne peut pas se former en vase clos. On est seul en République démocratique du Congo. Il faut s'inspirer des exemples des autres. Les jeunes Congolais ont invité leur homologue du Sénégal, de Yanamar, pour s'inspirer comment ça s'est passé. La démocratie s'est installée. Il y a eu passation civilisée du pouvoir après le départ du président Ouadé.
et le président Macky Sall est venu. Comment est-ce que l'opposition, par exemple, s'est mise ensemble, Moustapha Niasse, Batili et tous les autres, pour désigner Macky Sall, une seule candidature? Comment est-ce qu'on est parvenu, après les frictions et le fait que le président Ouad cherchait à briguer un autre mandat, même, avec même la bénédiction de la Cour constitutionnelle? Les Congolais ont dit, on va les inviter pour que nous sachions comment est-ce qu'eux, ils sont parvenus à obtenir cela. Alors, ils ont invité aussi un autre collectif au Burkina. Comment est-ce que le collectif de jeunes a pu faire en sorte que, au-delà de la volonté politique de ceux qui étaient au pouvoir, de pouvoir changer la constitution pour que l'ex-président Blaise Compaoré reste au pouvoir, comment est-ce que les jeunes sont allés, se sont massés nombreux à Ouaga, ils ont fait l'honneur de l'Afrique. Il dit, mais on les invite pour apprendre. Ils sont venus, c'est une réunion démocratique qui a même été soutenue par une des chancelleries, et je le cite, l'ambassade des États-Unis, qui donne le moyen à tout le monde. Alors, eh bien, on procède à leur arrestation. Je suis M. Mende, porte-parole du gouvernement, qui dit ce sont des jeunes gens qui sont venus inciter à la haine, montrer la violence à la population congolaise. Ah non, qu'est-ce qu'ils appellent eux violence? Le fait qu'au Sénégal, les jeunes aient dit respectons la Constitution, non à la révision. Le soulèvement des Burkinabés. Mais non, le soulèvement, c'est un soulèvement démocratique. C'est une expression démocratique constitutionnelle. L'article 64 de la Constitution nous l'autorise. Dit il faut s'opposer, on a le devoir de s'opposer à quiconque veut prendre le pouvoir de force et veut l'exercer en violation de la Constitution. Mais de quelle manière on le fait? On le fait de manière démocratique, l'expression démocratique, des marches, des sittings, des déclarations. Alors maintenant, les jeunes Congolais voudraient aussi s'informer comment ça s'est passé. Pour faire des marches pacifiques. Exactement. Mais ça dégénère lorsque on vient les opposer. On vient par exemple avec une répression qui n'est pas proportionnelle. Mais s'il y a un encadrement dans une activité, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, une fois de plus, ce n'est pas de la démocratie. On est en face maintenant d'un pouvoir qui est aux abois, qui devient de plus en plus agressif. Alors qu'au même moment, le même jour, j'ai vu M. Mende aller avec de l'argent, avec les emblèmes de son parti politique CCU et au nom de la majorité, soutenir les jeunes de Matete, les jeunes sportifs, des catcheurs, etc. Alors que des judokas, alors que nous savons que ces jeunes-là sont pour quelque chose dans la violence. Vous vous souvenez, il y a en son temps, le président Kabila en 2006 avait dit en lingala momemi maki aswa nakate abundakate soka soani abundi maki ekopasuka. Donc celui qui a les œufs ne cherche pas la bagarre, ne peut pas créer de tout parce qu'il protège les œufs. Il a donné cette image là des œufs comme étant la République démocratique du Congo. Et puis quelques temps après, au niveau du PPRD, je les ai entendus aussi dire mon bon qui est Siri. Donc fini le commerce des œufs. Maintenant nous pouvons aller. Juste au moment où il avait dit, il y a même eu des banderoles qu'on a installées sur l'avenue Kassavubu par le bourgmestre Kadima, le bourgmestre de la commune de Kassavubu qui est PPRD. J'ai les images audiovisuelles. En son temps, on pourrait les balancer. Ils ont écrit PPRD a tiki Mombongo Amaki. Donc le PPRD a arrêté de protéger les œufs. Et depuis lors, il y a eu des Kuluna et des Kuluna. Ils ont soutenu les jeunes gens sportifs pour aller dans la violence contre les autres partis politiques. Alors, merci, madame. Comment on peut expliquer cela? On va continuer peut-être dans les autres émissions. Voilà. Aujourd'hui, on est là, l'info à la une oblige. Il y a eu l'invitation aux États-Unis d'Amérique et de l'opposition congolaise. Qu'est-ce que l'opinion peut comprendre d'abord? Pourquoi cette invitation et qui vous a invité? Et si ce n'est pas un secret, qu'est-ce qui s'est passé réellement lors de cette invitation? Je ne voudrais pas beaucoup m'attarder sur ça. C'est une invitation de routine, comme ça s'est fait partout ailleurs. Non seulement pour les États-Unis, c'est le mouvement de l'opposition dans son ensemble avait souhaité échanger avec les partenaires qui se trouvent aux États-Unis, en Europe, en Afrique et ailleurs pour expliquer un peu la situation réelle du Congo. Parce que ce qui s'est passé au mois de janvier, ce n'était pas quelque chose qui est tombé du ciel. Nous avions préparé cela
pour lutter contre la violation de la Constitution, le changement de la loi électorale, en vue d'obtenir les glissements que le chef de l'État, Joseph Kabila, puisse rester au pouvoir en dehors des délais constitutionnels. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé, mais on a très mal présenté notre action à l'extérieur auprès des partenaires qui nous soutiennent dans la démocratie, notamment aux États-Unis, en Europe et ailleurs, en disant que l'opposition a appelé au désordre, a appelé à la haine, à la casse et tout. Et ces partenaires-là avec qui on était en échange, nous avions demandé à venir les rencontrer pour expliquer de vive voix. Ce n'est pas toujours évident de parler au téléphone et surtout que les emails, les SMS et tout étaient interrompus. C'est pourquoi nous avions obtenu, c'est une organisation créée par l'ex-secrétaire d'État américain Herman Cohen, auprès de qui on avait obtenu cette invitation pour y aller. Donc c'est quelque chose, normalement, en ce qui me concerne comme diplomate de formation, ça ne pouvait pas être mis sur la place publique. Je sais qu'il y a des chasseurs de sons et d'images qui sont tombés certainement sur ces informations. Mais vous avez vu que moi-même, j'ai travaillé en toute discrétion. Vous n'avez vu aucune de mes photos, ni à l'Internet, ni quoi. Je ne condamne pas ceux qui les ont mis. Alors, je suis allé. Ont mis pour leur visibilité. Oui, bon, moi, je ne cherche pas la visibilité dans cela. Là où je mets de l'emphase, c'est quand je parle avec les militants des partis politiques, je parle avec les Congolais. Pour le moment, il y a des activités qui ne nécessitent pas nécessairement à mettre sur la place publique. J'insiste, ceux qui l'ont mis sur la place publique, ce n'est pas un problème pour moi. Et voilà. Sur ce, pourrions-nous parler ou affirmer la fin des règnes de M. Kabila? Non, ça ne vient pas de moi, hein, c'est constitutionnel, c'est légal. Lui-même le sait que l'article 70 de la Constitution lui demande d'avoir le chef de l'État un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Il a totalisé ses 10 ans. Lui, je peux même dire qu'il en a eu des bonus, parce qu'il est allé au-delà des 10 ans. C'est depuis 2001 qu'il est chef de l'État. Donc, et lui et nous nous référons à la Constitution. Donc, ça ne vient pas de moi. Madame, parlons maintenant du mouvement de libération du Congo. Quel climat règne actuellement au sein du mouvement du MLC, dirais-je? D'ailleurs, vous êtes élevé au poste du secrétaire général en remplacement du monsieur Thomas Loaka, qui a trahi ensemble avec quelques autres cadres du parti, si on peut se permettre de parler ainsi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est déjà dans le passé. Depuis le 7 décembre 2014, on a déjà plusieurs mois que M. Thomas Loaka et les autres ont embrassé donc, la majorité requalifiée parce qu'ils ne sont plus dans l'opposition. Ça, c'est conformément à l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition qui dispose exactement ce qui suit et est réputé avoir renoncé au statut de l'opposition les partis ou les regroupements politiques qui acceptent de partager les responsabilités au niveau de l'exécutif national, provincial, etc., local. Bon, eux, ils ont opté pour ça. Ça n'a jamais été l'objet d'un débat au sein du MLC pour que le MLC change le statut dans ces conditions-là. Et ils sont partis. Le collège des fondateurs a joué son rôle conformément à l'article 6 du règlement particulier de ces collèges fondateurs et il a proposé donc ma désignation au président national qu'il a acté. Et nous continuons, je l'avais dit au cours d'un meeting en Lingala, on dit Simba Mote Matoleka, on évolue déjà. Mais ces cadres-là, n'ont-ils pas accompagné que les résolutions prises lors de la cohésion nationale dont MLC a fait partie et avait pris part? Oui, les concertations nationales, nous avons dit que nous sommes une opposition forte et républicaine depuis 2006 d'ailleurs. Nous étions appelés à participer aux travaux des concertations nationales. Nous sommes allés apporter notre contribution à l'appel d'ailleurs des pouvoirs en place. L'opposition républicaine, je vous ai dit tout au début de l'émission que ce n'est pas seulement une contestation, mais c'est un travail comme des policiers en fait de la démocratie pour tirer la sonnette d'alarme là où ça ne va pas. Nous sommes allés, nous avons donné notre contribution et on était accompagné par une note d'orientation qui en son temps était lue par l'ancien secrétaire général du parti, M. Thomas Loaka, que pour nous, les concertations nationales n'étaient pas à considérer comme Sun City bis ou une autre conférence nationale souveraine. On devait aller
pour partager les pouvoirs équilibrés, donc le partage du pouvoir, bref. Et c'était ça l'orientation. Nous sommes allés donner notre contribution et nous l'avons obtenu, ce qu'on a pu obtenir. Premièrement, nous avons obtenu la loi de l'amnistie parce qu'il y a des compatriotes qui coupissent en prison, tout simplement le fait d'avoir porté un t-shirt frappé à l'effigie de Jean-Pierre Bemba, ou tout simplement parce qu'ils sont des provinces d'origine de Jean-Pierre Bemba, ou tout simplement que c'est un médecin de Jean-Pierre Bemba ou un jardinier. Un monsieur jardinier du président Jean-Pierre Bemba est décédé en prison. Il était arrêté seulement le fait d'avoir été jardinier. Yo, tu étais jardinier de Jean-Pierre Bemba, viens, Oyebiba secret, lesquels le pauvre monsieur, il a simple travail, il a croupi là-bas, il est mort en prison comme ça. Alors il y en a tant. Alors nous avons obtenu cela, même si les compatriotes de l'UDPS n'étaient pas partis aux concertations, mais ils ont bénéficié de la loi de l'amnistie. Alors certains membres de l'UDPS se sont vus être libérés. Bien sûr, la mise en œuvre de cette loi pose encore problème parce qu'il y a un groupe de compatriotes qui sont sortis. Le reste, nous avons encore des prisonniers politiques. On continue à rajouter, mais au moins, on a pu obtenir. Si on n'était pas là, ce n'est pas à la majorité d'aller parler de l'amnistie. Vous savez comment on peut les ficher. Alors, il y a eu le dossier de M23. C'était ça d'ailleurs l'objet fondamental pour l'appel aux autres pour venir trouver des solutions. Le MLC a apporté sa solution. Nous avions proposé exactement ceci, que laisser d'abord les autres compatriotes aussi être au front. Ne triez pas qui doit être au front. Et le MLC a proposé les anciens, ceux qui furent dans le MLC en son temps, les compatriotes militaires sous le drapeau que nous avions versé lors du brassage. Nous avons proposé que c'était des experts militaires, des brevetés d'état-major, comme on les appelle, des BEM, et des techniciens d'état-major militaire, des thèmes, comme on les appelle, des spécialistes. Alors, ils sont allés sur le terrain parce qu'ils maîtrisent. Vous avez vu comment est-ce qu'avec l'appui des partenaires internationaux de la MONUSCO, on a pu mettre le M23 hors d'état de nuire, parmi lesquels, même si aujourd'hui on les a assassinés, je ne vais citer que les deux, je ne vais pas citer les vivants pour ne pas les mettre dans une situation difficile. Il y a le général à titre posthume, Moustapha Ndala Mamadou, c'est un ancien du MLC, bien formé et tout, et nous avons aussi le général Baouma. Donc les deux là, je les cite, tous sont venus du rang du MLC, ils ont toujours travaillé en bonne et due forme. Et tant d'autres sont là, je vous ai dit, je ne les cite pas pour ne pas les mettre dans une situation difficile. Alors, nous avons obtenu encore beaucoup d'autres choses, mais on n'était pas parti là-bas pour partager le pouvoir. Non, pas du tout, parce qu'on ne peut pas les partager maintenant à la fin d'un mandat des autres. Nous attendons aller régulièrement aux élections et proposer notre programme pour avoir les quitus de la population à pouvoir gérer. En bref, aussitôt pris le pouvoir, aussitôt remanié. Pour quelle raison? Aussitôt pris le pouvoir, aussitôt remanié, mais c'est très logique. Je dois recadrer les choses. Je n'ai pas. Les principes étaient d'abord tout ce qui était là, le pouvoir le reconduire, ou du moins ceux qui acceptaient, et puis essayer de combler les vides parce qu'il y avait certains vides qui n'étaient pas finis. Et puis au niveau de l'extérieur, notre fédération d'élection, on a essayé de réorganiser. Mais naturellement, il faut un nouveau souffle, et une nouvelle initiative, un nouveau punch, comme on peut le dire. Merci madame. Madame, comment va le président du mouvement de libération du Congo, M. Jean-Pierre Bemba Gombo? Oui, il va très bien. Je l'ai rencontré de mon passage ici. On a longuement parlé, on a bien échangé. Et puis, avant de repartir au pays, je vais encore le revoir. Il va très bien. Beaucoup de personnes, jusqu'aujourd'hui, ça fait 9 ans, se posent tas de questions sur l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Et d'autres d'ailleurs qui ont une mauvaise conception sur cette arrestation. En bref, qu'est-ce qui s'est-il passé au juste? Pourquoi le président est-il arrêté? Bon, je devais continuer à repréciser qu'il est là pas pour des faits commis en République démocratique du Congo, c'est par rapport aux faits des exactions qui se seraient commis en République centrafricaine entre la période de octobre 2002 et mars 2003. Alors, le troupe du MLC avait été envoyé là-bas sur demande express, explicite du feu président Ange Félix Patassé, président à l'époque légitimement élu,
alors qui avait eu des problèmes avec la rébellion conduite au début par une autre équipe de gens que je ne connais pas trop. Et à cette époque-là, l'ex-président Bozizé était chef d'état-major là-bas à Bangui, travaillant en collaboration avec le président Félix Patassé. Et ça, c'était la première fois où les troupes du MLC étaient parties. Alors la seconde fois, la période que je venais de dire là, d'octobre 2002, mars 2003, Bozizé était devenu maintenant en la rébellion. Alors, les troupes sont allées, ce n'était pas les seules troupes à aller, c'était une coalition. Les effets, il y a eu des effets collatéraux, donc de pouvoir repousser la rébellion. La rébellion, qui était revenue rébellion, s'est transformée en révolution. Ils ont pris le pouvoir, donc M. Bozizé est passé aux commandes. Et la Cour pénale internationale viendra envoyer un mandat d'arrêt contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. C'est comme si lui, il était parti d'avant dans cette guerre, les troupes de la MLC étaient parties seules. Alors que la guerre était entre les FACA, donc les forces armées de la République centrafricaine, et la rébellion, qui s'était transformée par la suite à une révolution. Alors, les alliés, le MLC n'était qu'alliés, on a le mandat d'arrêt qui était émis contre le sénateur Jean-Pierre Bemba était sur pied de l'article 25 du statut de Rome de la Cour pénale internationale par rapport à la responsabilité pénale individuelle. Mais après que les juges aient examiné ces mandats, malheureusement, il y avait déjà son transfèrement à La Haye. Les juges de la Cour ont demandé au bureau du procureur de requalifier les accusations parce qu'à M. Jean-Pierre Bemba, on ne pouvait pas les poursuivre sur base de la responsabilité pénale individuelle, étant donné qu'il n'a jamais mis ses pieds à Bangui pendant la période incriminée. Donc, il fallait voir l'article 28 du statut de Rome par rapport à la responsabilité hiérarchique donc, des chefs. Et là encore, la Cour a eu à demander au bureau du procureur de requalifier à nouveau, parce qu'on ne pouvait pas dire qu'il savait, mais on est maintenant dans les littéras pour dire qu'il aurait dû savoir que ces troupes se préparaient à commettre des exactions, c'est alors qu'on peut les poursuivre, et que parce qu'ils n'auraient pas agi. Mais pour qu'ils puissent être poursuivis, il faut que le bureau du procureur prouve, au-delà de tout doute raisonnable, que bien que les troupes étaient envoyées là-bas par lui, et que lui, il en avait le contrôle et le commandement effectif. Alors, il faut suivre maintenant la chaîne des commandements, si c'est lui qui avait le contrôle sur terrain des opérations militaires, alors qu'il y avait là-bas un chef d'État, de l'État qui était le commandant suprême de l'armée, il y avait un ministre de la Défense, le chef d'état-major général des forces et le chef d'état-major des forces spécifiques, forces de terre ou forces aériennes, et aussi le chef d'opération militaire. Voilà en fait la chaîne des commandements qui était en République centrafricaine. Et tout ça n'était pris en charge que par les Centrafricains. Voilà la situation qui est là-bas. Et nous avons toujours défendu le point de vue que c'est un procès politique, parce qu'il y a eu une très forte collaboration, implication en fait de la République démocratique du Congo. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous avons tous suivi comment le caméraman d'une des chaînes de télévision de la RDC était envoyé, soutenu par la République, reçu par l'ambassadeur de la RDC en Bangui pour prendre les images, et que ces images-là étaient utilisées à des fins politiques. Alors, et ce monsieur est en exil, on n'a plus jamais su où est-ce qu'il est. Et dans tous les témoignages que nous avons, il y a eu l'implication claire et nette de la République démocratique du Congo, comme qui dirait, on utilise la justice pénale internationale pour écarter un adversaire politique gênant. Voilà la situation. Est-ce que, madame, il n'y a pas eu une autre raison cachée qu'on ne sait pas dévoiler, d'autant plus d'autres Congolais savent que c'est sur base de l'opposition de Jean-Pierre Bemba lors du résultat qui était posé avec M. Kabila lors des élections en 2006. C'est pas aussi cette raison? Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit que le Congo, son implication est par le fait qu'il voudrait utiliser la justice pénale internationale pour écarter un adversaire gênant. Nous savons tous les résultats des élections en 2006, que le MLC, Jean-Pierre Bemba, l'Union pour la Nation, avait gagné les élections. Ça commence à se dévoiler aujourd'hui, même des partenaires ici en Belgique
qui le disent clairement, même si on ne cite pas les noms, on peut cliquer dans le Google, à l'Internet, on va voir qui a dit ça et pas, ce n'est pas n'importe lequel, que le MLC avait gagné les élections. Mais seulement les partenaires étaient un peu en train d'hésiter, ne connaissant pas encore la personne du Jean-Pierre Bemba, et pensant que le fait d'être rigide dans la gestion, être orthodoxe dans la gestion, signifiait qu'on n'était pas collaboratif et qu'on n'était pas flexible dans certaines questions. Donc voilà ce que je peux dire à ça. Le 15 mars, c'était une date où le peuple congolais attendait les verdicts à La Haye. Madame Eve Bazaïba, qu'en est-il du verdict pour Jean-Pierre Bemba? Ah non, je crois qu'il y a une mauvaise compréhension de la chose. Je sais que les Congolais et tous les autres partenaires parsemés à travers le monde sont impatients. Nous avions dit que conformément au règlement de la procédure de la Cour pénale internationale, les délais pour que le verdict tombe courent de 3 à 6 mois, totalisé déjà 3 mois, la Cour pouvait se prononcer. Alors si la Cour ne se prononce pas à la date du 15, au plus tard le 15 juillet, donc à partir du 15 mars, les délais, les comptes à rebours commencent pour que ça se termine totalement dans les 3 autres mois, c'est-à-dire le 15 juin. Nous attendons, la Cour peut se prononcer aujourd'hui, ça peut se prononcer demain ou après-demain, on n'est pas dans les secrets de la Cour, nous attendons. Mais dépasser le 15 juin, je doute fort. Nous avions dit que les délais commençaient à courir le 15 mars. Et si le 15 juin, il n'y a pas toujours verdict? Mais ça, c'est une violation de la procédure de la Cour pénale internationale, des statuts de Rome. Là, il faut s'en prendre au juge, à la structure de la Cour, c'est pas moi. Et au niveau du MLC, au niveau des avocats, qu'est-ce qu'ils vont faire juridiquement? Nous allons rappeler, les avocats vont rappeler les délais, c'est tout ce que nous allons faire. Nous allons rappeler les délais et peut-être nous allons tirer les conséquences pour dire que la Cour est dans l'embarras. Tout simplement. Ok, madame, parlons de 2016 en RDC. Tout le monde sait qu'en novembre 2016 finit le mandat du chef de l'État, Kabila. Êtes-vous certaine? Mais la certitude, c'est le respect de la Constitution. La CENI lui-même, elle-même, elle est certaine parce que la CENI a bien dit il y aura les élections au mois de novembre. En fait, la CENI a convoqué les élections conformément à la Constitution. L'article 73 de la Constitution dit le président de la République qui vient et doit être élu. Donc, enfin, le scrutin présidentiel doit être convoqué dans les 90 jours avant la fin du mandat. C'est comme ça que ça se passe. Et ça a été convoqué avant la fin du mandat. Nous avons les élections le 27 novembre 2016. Et puis, le mandat se termine le 19 décembre 2016. La passation civilisée du pouvoir doit intervenir le 20 décembre 2016. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Et là, le pouvoir exécutoire opposable à tout le monde, y compris le chef de l'État lui-même qui doit s'y soumettre. Avec la signature de la loi sur le découpage des provinces, au total 26, est-ce que ça va permettre la tenue des élections? Oui, ça je veux dire peut-être le moment a été très mal choisi. Il faut d'abord dire que le projet de la décentralisation, c'est un projet qui a commencé depuis très longtemps. Vous vous souvenez, il y a des années, on n'avait qu'une seule province de Kivu. Alors, le président Mobutu, à l'époque, avait commencé par ce projet pilote pour le découpage. C'est pour décentraliser, en fait, c'est dans l'approche administrative de la chose. C'est une approche de développement. Rapprocher les administrés des administrants, les gouvernés des gouvernants. Comme ça, les choses sont plus claires. Nous avons aujourd'hui le Nord Kivu, le Sud Kivu et les Maniema. Alors, la Constitution de 2006 avait prévu aussi de manière progressive la programmation de ces découpages. Parce qu'il vous souviendra que nous avons des parents qui quittaient par exemple Bunia, Aru, Basoko pour venir à Kinshasa, venir régulariser des questions administratives sur les numéros matricules. Et les personnes y restaient des années et des années avant de retourner. Il y avait des familles disloquées pour plusieurs choses aussi. C'est pourquoi on a voulu cette décentralisation. Alors, que ça se fasse maintenant, avec une approche politique de la chose, c'est là où les bas blessent. Nous savons que
il n'est un secret pour personne que c'était boosté par rapport un peu à la perturbation de la majorité dans le Katanga. Alors, pour avoir la tête de Moïse Katumbi, avoir la tête de Kyungu Akumwanza, il faut aller très vite à la décentralisation. Comme ça, les choses sont soft, comme on le dit. On ne va pas dire qu'on a démis Katumbi de ses fonctions, on aurait démis Kyungu de ses fonctions, mais nous avons désormais le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika et le Haut-Lomami. Alors, naturellement, chacun doit rentrer dans son camp. Mais on doit maintenant le faire pour toute l'étendue du territoire. Normalement, cette question devait intervenir depuis 2006. Avec le général Kalome, si je me souviens bien. Oui, plus longtemps, avec 2006, avec la Constitution, je voudrais dire. 2006, de manière progressive, on commencerait province par province, sauf les 3 provinces que j'avais précitées de Kivu, le Bas-Congo et la province de Kinshasa, qu'on appelle ville de Kinshasa. Alors, que ça intervienne maintenant avec une approche politique, c'est là où le bas blesse. Alors, la difficulté, c'est quoi? Nous avons aujourd'hui des députés provinciaux qui ont leur mandat largement dépassé et que la population ne supporte plus. Est-ce qu'on va mettre les nouvelles provinces avec ces anciens, permettez-moi l'expression, ces anciens députés provinciaux qui se voient avoir un mandat de 9 ans, qui ont doublé leur mandat pratiquement? Comment on va les faire? Est-ce qu'on doit aller d'abord aux élections? C'est vrai que la loi a été programmée. Faut-il pas aller d'abord aux élections? On a de nouveaux députés provinciaux qui vont rentrer dans leurs ex-districts qui deviennent les provinces, de sorte qu'ils construisent alors une nouvelle province. C'est ça là, c'est là où il y a cet agencement-là. C'est à ce moment-là que ça pose problème. Ce n'est pas une autre façon de glisser, comme ils ont pu rater le glissement? Non, de ce côté-là, le président de la République n'a pas de choix. Il n'a pas de choix pour le glissement parce que, au-delà de tout ce que nous savons, l'élection présidentielle, son calendrier est constitutionnel. C'est différent des autres calendriers, des élections au niveau des députés nationaux, provinciaux, sénateurs, gouverneurs, etc. Mais celui du chef de l'État est constitutionnel au niveau de l'article 73. Il ne peut pas se dérober. Par tous les moyens, il ne peut pas. Mais il a pu obtenir, de sa responsabilité aussi, le mandat dépassé, le dépassement des mandats des sénateurs et des députés provinciaux. Pourquoi? Parce que lui, comme autorité morale de la majorité, il avait poussé à la révision de la Constitution en 2011. Tout ça a été ficelé pour dire, au premier tour des élections présidentielles, on a les élections couplées du chef de l'État et des députés nationaux. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, on a les élections couplées du présidentiel au deuxième tour et des députés provinciaux. Comme ils ont voulu, pour des raisons politiques, avoir un seul tour aux élections, mais ils ne savaient pas que ça soit les rattraper. Maintenant, nous avons le dépassement des mandats et des députés provinciaux et des sénateurs. Ce n'est pas de leur faute. Alors, nous devons maintenant corriger. C'est pourquoi nous disons dans le calendrier électoral actuel que nous acceptons, nous, le MRC, nous devons aller aux élections au mois d'octobre de cette année, les élections des députés provinciaux. Au niveau municipal, urbain, local, etc., on le fait plus tard après les élections présidentielles de 2016. Pourquoi je l'ai dit? Pour plusieurs raisons. Pour qu'il n'y ait pas de cacophonie dans l'organisation des élections des députés provinciaux. Pourquoi je l'ai dit? Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas les limites de la circonscription électorale pour les locales. On ne connaît pas le nombre de sièges. Il y a même des groupements de faits, 874 groupements de faits, c'est-à-dire nous avons d'un côté des groupements qui existent par la force des choses, mais qui ne sont pas reconnus par le ministère de l'Intérieur. Et de l'autre côté, il y a des groupements qui n'existent pas, qui sont fictifs, mais qui sont inscrits dans le registre des ministères, comme le ministère de l'Intérieur, qui ne parvient pas à nous donner le nombre exact de groupements. Et l'opérationnalité même, c'est pratiquement impossible de pouvoir obtenir l'organisation des élections du scrutin de 6h à 18h si un électeur doit rester autant d'heures dans l'isoloir ou dans les urnes, voter les conseillers du secteur, voter les conseillers au niveau du groupement, au niveau municipal, voter un député provincial. Pratiquement, je crois, 6 élections où on va lui donner combien de documents et il va rester combien de temps à l'isoloir noté et venir le dispatcher de box en box des urnes. Ce n'est pas possible.
C'est pourquoi nous disons que pour bien faire les choses, si nous aimons la République, nous devons aller aux élections des députés provinciaux en octobre de cette année. Et l'année prochaine, en 2016, on va dans les élections des sénateurs, des gouverneurs, et à la fin de l'année, élections législatives et des présidentielles. Et finalement, nous allons aux élections locales. Pendant ce temps, l'Assemblée aura déjà obtenu aussi toutes les lois nécessaires, parce que la CENI lui-même a parlé des 23 contraintes. Les 23 contraintes, il y a aussi des questions légales, etc. En oubliant qu'au-delà de ces contraintes externes, il y a aussi des contraintes internes à la CENI. Il faut la révision du fichier électoral. Il faut que le fichier électoral soit nettoyé. Nous avons plus de 3 millions d'omis qui ont commencé depuis 2006. Ça ne peut pas nous traîner jusqu'à présent. Et le nouveau majeur de 2011 à ce jour, pendant 5 ans, il y a des jeunes qui viennent d'atteindre 18 ans. Nous avons une tranche d'âge de 18 à 25 ans qui a besoin d'avoir les cartes d'électeurs, et surtout que ces cartes d'électeurs actuelles sont pratiquement trafiquées, où les kits électoraux de la CENI étaient dilapidés, volés et aussi confisqués par ceux qui n'étaient pas votés. Alors ils ont pris ces kits, chacun s'organise à imprimer une carte chez lui à la maison, parce que cette carte est utilisée comme carte d'identité. Donc vous voyez que la carte est pratiquement trafiquée. Donc il faut qu'il y ait de la réorganisation aussi. On n'a pas vu ça dans les calendriers. À quel moment les nouveaux majeurs vont devoir obtenir aussi leur carte à travers l'opération d'identification et d'enrôlement. Donc il y a beaucoup de choses pour l'organisation des élections. Madame la secrétaire générale, quelle sera ou quelle est la position du MLC pour 2016? Non seulement pour 2016, pour 2015, le MLC va postuler à tous les niveaux. En tant que secrétaire général, nous avons déjà une cellule qui est en train de récolter les candidatures des compatriotes qui sont prêts à servir la nation au niveau comme député provincial. Et puis en 2016, au début, nous allons avoir nos candidats aussi sénateurs et des candidats gouverneurs. On va y aller jusqu'au niveau présidentiel. Et au niveau présidentiel, avec ou sans Jean-Pierre Bemba? Pourquoi pas avec ou sans Jean-Pierre Bemba? C'est le Congrès qui va décider. Nous avons Jean-Pierre Bemba. Il est où? Il n'est pas condamné, il est là. Il est en privation provisoire de liberté. Même s'il est là, il demeure le président national du parti. Il a encore la confiance des militantes et militants. Peut-être qu'il n'a pas votre confiance, c'est pourquoi vous posez cette question. Non, je pose par rapport au public, par rapport à la population. Heureusement, parce que là, il est attendu. Je suis au milieu du village entre les autorités et la population. Donc, ce sont des questions qui émanent de la population. Voilà. Okay, Madame, pour terminer, en tant que femme politique militante, s'il faut définir la femme, comment vous la définissez? Ça dépend des définitions. Hein. La femme, je vais prendre la réflexion d'un grand écrivain en Pateba. Il avait dit, la femme, je ne dis pas de manière in extenso, mais je donne l'idée, que la femme, c'est cet être-là. À la minute, elle a eu peur d'un cancrélat, par exemple, et la seconde qui suit, elle est prête à affronter toute bête féroce pour défendre sa progéniture. Vous voulez un peu ce que je vais dire. Donc, elle a eu peur de cancrélat aujourd'hui. Quelques minutes après, son enfant est attaqué par un lion. Et la femme est capable d'affronter ce lion pour arracher de la gueule du lion, arracher son enfant. Alors, vous ne savez plus la définir. Merci madame. Alors, y a-t-il un message spécial qu'on n'a pas évoqué durant notre entretien que vous voulez lancer pour les téléspectateurs en général et en particulier le membre de votre parti? Oui, à deux niveaux. Il y a d'abord les membres de mon parti, du mouvement de libération du Congo à travers le monde, tous ceux qui vont nous suivre par les billets de nos partenaires ici, de médias. Je voudrais vous appeler à un réveil patriotique, d'avoir un sursaut d'orgueil pour défendre votre nation partout que vous êtes. Venez nombreux dans le MLC et ayez confiance que le MLC est dans le droit chemin. Et en ce qui concerne les femmes aussi, je profite du mois de la femme pour appeler les femmes nombreuses dans la politique. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Il n'y a pas de magie. Comme vous le faites dans votre maison,
le management, c'est comme ça que vous allez gérer aussi la nation. Le pays peut-être ne fonctionne pas comme il se doit, c'est de la volonté de la femme, je vais vous le dire malheureusement, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'approche de la démocratie. La démocratie, c'est l'expression de la majorité. Démographiquement, les femmes nous renfermons un pouvoir de dire oui, de dire non. Donc que le pays soit organisé tel qu'on aurait voulu. Mais comment est-ce que nous utilisons cette majorité démographique, cette force-là? Nous ne l'utilisons pas parce que nous qui sommes dans les instances de prise de décision actuellement, c'est comme une femme. Une femme en politique, la politique la change. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. Venez nombreuses pour que nous puissions changer la politique, que la politique devienne donc cette science-là de pouvoir gérer la nation pour l'intérêt de la population. Merci Madame Ève Bazaïba Massoudi pour votre temps que vous nous aviez donné. Merci à vous, chers téléspectateurs. Voilà, nous venons de suivre Madame Ève Bazaïba Massoudi, la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. Elle a parlé, non comment. Vous aussi, vous pouvez. Cet espace est conçu pour vous, pour toute personnalité politique africaine. Nos contacts sont affichés au bas de votre petit écran. N'hésitez pas de nous contacter. Quant à moi, je vous dis merci. Au revoir, à la prochaine édition. Nouveau régime, Afrique nouvelle. Kongo yo ya bankoko na biso tosambeli na Nzambe po abongisa Kongo yo ya bankoko Nzambe ayokeli biso.